qui marque le plus notre époque, c'est un esprit de sérieux. Tout est sérieux, tout est plombé. Qui a une bibliothèque fournie dans notre pays? Ça devient de plus en plus rare. Les médias ont braqué les projecteurs sur les banlieues françaises. Les campagnards, les ruraux, les provinciaux se sont sentis largement abandonnés parce qu'ils avaient effectivement les mêmes difficultés économiques et à vivre le quotidien que leurs homologues des grandes barres d'HLM. On hérite, on va dire, de généralement 20, 30, 40 ou d'un demi-siècle d'errance administrative, politique, philosophique, culturelle. Probablement qu'on sait aujourd'hui intimement qu'on ne vivra pas mieux que nos parents ou que nos grands-parents. Là, on a perdu de ça. Là, c'est une forme d'humanité, je dirais. Lino Ventura, Michel Audiard, Catherine Deneuve, alors bien d'autres portraits d'une époque qui nous apparaît désormais lointaine. Alors c'est une invitation au voyage dans le passé, celle des campagnes d'antan, auquel nous invite l'écrivain Thomas Morales. Alors j'ai le plaisir de le recevoir pour parler de son livre « Monsieur Nostalgie », livre publié aux éditions Héliopole et qu'il consacre à ce qu'il appelle sa malle aux souvenirs. Bonjour Thomas Morales. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, pour débuter cet entretien, on va poser un peu le contexte. Qu'à cette époque, ou plutôt qu'est-ce qu'elle n'a plus, pour que vous ressentiez ce besoin d'écrire sur votre nostalgie? Alors, c'est un peu compliqué. D'abord, il faut définir cette période. On va dire, pour faciliter les choses et notre conversation, ce sont les 30 Glorieuses. Voilà, hein, c'est l'après-guerre, même si dans ce livre, je poursuis au-delà de la moitié des années 70, parce qu'il y a quelques personnalités des années 80. Alors, qu'est-ce qu'elle a alors, je pourrais dire plein d'adjectifs, voilà, plein de qualificatifs. Elle a de l'allure, elle a du talent, elle a parfois de l'audace, de la provocation, plus de liberté, probablement, de liberté d'opinion, liberté d'action, mais d'autres vous diraient que c'est une période peut-être noire, remplie d'injustice, voilà. Alors, moi, je vois la face ensoleillée, on va dire, de ces 30 Glorieuses, et je prends quand même souvent un angle qui est particulier, qui est un angle culturel, le monde du spectacle, les chanteurs, les acteurs, et puis la littérature, qui est ma passion et ma raison de vivre depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous pensez que cette nostalgie est plutôt de l'ordre du générationnel ou c'est vraiment quelque chose de très spécifique à votre propre personne? Alors, je ne crois pas vraiment générationnel parce que je vais avoir, l'année prochaine j'aurai 50 ans, les vrais nostalgiques des 30 Glorieuses sont bien plus âgés que moi, ce sont les boomers, voilà. Moi je suis une génération un peu intercalée, alors dans ma génération évidemment on peut aimer le cinéma d'Audiard, mais j'ai une sorte de... C'est un peu une nostalgie foutraque chez moi, parce que j'y mets beaucoup de choses. J'y mets à la fois des choses peut-être un peu élitistes, et puis des figures extrêmement populaires. Si on prend le cinéma, je fais un mélange, voilà, entre la nouvelle vague, le cinéma de papa, donc Audiard, Verneuil, Lautner. Donc j'essaie d'être sur un fil entre grand public et puis un peu plus élitiste, on va dire, dans mes goûts. Ce qui était la marque peut-être de fabrique de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on pouvait aller voir au cinéma un Truffaut, un Melville, un Verneuil, un Philippe de Broca, qui est un de mes réalisateurs préférés. Et vous parlez d'une France qui vous manque cruellement, là je reprends vos termes, une France qui ne se replie pas sur des combats inutiles et vains. Alors je me suis forcément interrogé en lisant cette phrase, je me suis demandé quels étaient les combats inutiles et vains aujourd'hui qui vous occupent. Bon, vous voyez bien l'époque telle qu'elle est, il n'y a pas tellement besoin de la décrire. Alors elle est à la fois assez pitoyable, assez misérable aussi, vous voyez les débats d'actualité, les thèmes sociétaux qui ont complètement envahi l'univers médiatique. Il y a peut-être un manque de hauteur, voilà, un manque de distance aussi. Moi, j'aime le détachement. Et peut-être ce qui marque le plus notre époque, c'est un esprit de sérieux. Tout est sérieux. Tout est plombé. Le moindre écart, hein, le moindre second degré est quasiment criminalisé. Peut-être que ces années 60-70, je les englobe, hein, je fais quelque chose de plus large, il y avait un côté anard
qui a complètement disparu. Aujourd'hui, voilà, on est face à une gravité, voilà, gravité écologique, voilà, environnementale. Il y avait une sorte de légèreté, mais ça ne veut pas dire que dans ces années 60 ou 70, c'était une légèreté complètement béate, complètement idiote, mais les gens ne se prenaient pas pour ce qu'ils ne sont pas, voilà. Et on le voit dans l'attitude, par exemple, hein, je fais quelques portraits d'acteurs, l'attitude des acteurs de cette époque-là, vous voyez, ils n'étaient pas dans une posture ni victimaire, c'était pas des chouineurs, voilà, pour parler clairement, ils avaient une certaine droiture. Vous marquez et le virage, il date de quand à peu près? Ouais, c'est difficile à marquer ce virage-là parce que vous voyez, je pousse mes 30 glorieux jusqu'aux années 80, ce qui pour un historien n'est pas tellement logique. Et puis on trouve des traces, on pourrait dire que le début des années 80, on commence à être dans une bascule. Mais je ne l'ai pas daté précisément, voilà. Et c'est pour ça que j'englobe des personnalités qui ont démarré quasiment de l'après-guerre, années 50, 60, jusqu'à mon adolescence. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez, vous êtes écrivain, vous êtes auteur, et vous dites vous-même que vous aimez les lettres. Quel rôle joue l'appauvrissement de la langue française dans qu'on va caractériser de spleen vous concernant, ouais. Parce que à travers tous les portraits que vous évoquez, on sent bien que ça revient régulièrement quand même. Oui, l'importance de l'écrit, bah, c'est mon métier, voilà, hein, je suis journaliste de formation, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'écrit, bah, c'est mon quotidien, c'est d'abord mon pain quotidien, je vis avec l'écrit, donc je suis attaché à l'écrit, et plus loin que l'écrit, le style, voilà. Donc je regrette, dans cet appauvrissement, regardez la presse, on va élever un peu le débat, regardez la presse quotidienne, nationale, des grands chroniqueurs. Moi j'ai été bercé par des grands chroniqueurs, hein, des Bernard Franck, voilà, des gens qui avaient une plume qui allait, voilà, qui rentrait dans la plaie. Chaque papier, on attendait chaque matin un papier et une chronique. Hein. On était nourri de leur imaginaire. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Voilà, il y a de moins en moins de grandes plumes dans la presse pour des raisons diverses. Hein. Pour des raisons économiques. Je pense que c'est peut-être ce qui a perdu la presse écrite, c'est son manque de signature. Voilà, elle sait, mais je dirais que dans les années là qu'on vient de passer, il y a un petit revirement. Voilà, il y a un petit revirement, je le sens. Il y a un petit frémissement, ça se voit dans les grands quotidiens. Il y a quelque chose qui avait disparu. Moi, dans le début de ma carrière, on était, vous voyez, dans l'objectivité totale, voilà, hein, le journalisme à l'américaine, c'est bien tout ça, mais moi j'aime lire des papiers qui sont nourris de leurs auteurs, voilà, et j'aime lire des plumes. Vous auriez un exemple de plume contemporaine? Alors, il y en a encore, par exemple, moi j'aime beaucoup, il traite le cinéma, mais j'aime beaucoup une plume comme, voilà, comme Eric Nehoff, j'en parle dans Monsieur Nostalgie, voilà, cette légèreté un peu rigolarde des années 80, moi me séduit beaucoup. Et donc l'importance du style, on est dans l'appauvrissement de la langue, bah, on le constate tous les jours en ouvrant son poste ou en allumant son smartphone. Je crois que l'écrit n'est plus fondateur, on va dire, et notamment chez les artistes. Ça se voit par exemple chez les acteurs. Ils étaient complètement nourris de grands textes. Vous voyez, les acteurs que j'aime, qui ont fait le conservatoire, là, toute la bande autour de Jean-Paul Belmondo, ils ne pensaient déjà pas faire du cinéma, ils pensaient faire des carrières au théâtre. Donc leur démarche artistique a débuté avec le texte. Donc il y avait la primauté du texte. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs viennent soit du stand-up, soit de la télévision, donc ils ne sont pas nourris par entre guillemets, de grands textes. Ce qui fait une construction intellectuelle un peu différente. Mais c'est peut-être justement générationnel, parce que
ils sont pas nourris, mais leur génération l'est peut-être moins. Peut-être que simplement les grands textes se perdent à l'école. Elle est moins, mais bon, avant d'entamer cet entretien, nous parlions des grands lecteurs. Il y a beaucoup de mes amis qui sont des grands spécialistes de l'édition vous diront qu'il n'y a jamais eu un nombre très important de grands lecteurs en France. Qui a une bibliothèque fournie dans notre pays? Ça devient de plus en plus rare. Ce qui était dans les années 50, 60, pas commun, mais de belles bibliothèques avec des ouvrages, de Stendhal à Giono, de Nimier à Frédéric Dard, avec une grande diversité, une grande variété. C'était assez courant. Moi, je prends souvent l'exemple de mes grands-parents qui étaient des négociants en vin, en plein Berry, donc des commerçants qui n'étaient pas des intellectuels, qui n'avaient pas une formation intellectuelle poussée, même si ma grand-mère avait été jusqu'au baccalauréat. Ils avaient chez eux des bibliothèques qui feraient rougir de honte certains universitaires aujourd'hui. Voilà. Ils avaient des lettres. Et en plus, bon, ils écrivaient sans faute, ce qui n'est pas le cas de ma génération et des générations suivantes. Alors je vous propose d'aborder un autre chapitre de votre livre, les campagnes, parce que c'est intéressant, la nostalgie des campagnes, c'est quelque chose qui, je pense, préoccupe beaucoup de Français. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes, les campagnes du XXIe siècle, par rapport à celles d'il y a 50 ans? Voilà, alors moi, j'ai connu, j'idéalise, évidemment quand on écrit, on idéalise. Il y a un petit côté d'image d'Épinal. Bien sûr, moi j'ai déjà connu des campagnes attaquées, on va dire, déjà un peu fatiguées, mais qui gardent encore aujourd'hui, parce que je vis la moitié du temps entre les bords de Loire et Paris, elles gardent quand même leur beauté, je dirais, intérieure. Ça n'a pas complètement disparu. On peut dire l'enlaidissement, voilà. Déjà, prenons l'enlaidissement de n'importe quelle petite cité avec des rocades et des zones commerciales et industrielles. Voilà, bon là, j'enfonce des portes ouvertes, mais il suffit de se trimballer un peu dans le pays pour voir des choses quand même un peu étranges. Et en même temps, la campagne, c'est pour ça, elle reste la campagne ou la petite cité de province, la sous-préfecture. Moi, je suis un amoureux des sous-préfectures. Malgré tout, elles gardent quand même un certain charme. Elles n'ont pas été complètement dévastées. On trouve dans le centre-ville de Nevers, de Bourges, de Châteauroux, de Moulins. C'est une splendide ville, Moulins. Encore les traces d'un passé glorieux. Et j'aime bien un peu parfois les campagnes et les centres-villes un petit peu fatigués. Non, la plus grande, elles ont été un peu abandonnées. Voilà. Bon, c'est pareil, c'est pas j'invente rien quand je dis ça. Elles ont été lentement abandonnées. Voilà, on ne s'y est pas tellement intéressé. Évidemment, le retour du réel, on commence à voir qu'il y a des problèmes, évidemment, de sécurité, de violence, de santé publique, de transport. Voilà. Il suffit d'habiter dans un département rural. Je connais très bien le Cher, la Nièvre, et l'Allier, ces départements qui sont un peu éloignés, et pourtant ils sont à 200 km de Paris. Bon, le moindre hôpital se trouve à 40 ou 50 km, il faut absolument une voiture, les transports en commun sont assez irréguliers. J'en ai encore fait l'expérience, la douloureuse expérience il y a 15 jours. Voilà, il suffit d'un accident, je sais pas, en gare de Bagneux pour que la ligne Paris-Bercy-Nevers soit mais très 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 perturbée. Donc ils sont à 200 km de Paris, mais en réalité ils sont à 5 heures ou 6 heures. Vous arrivez plus facilement à Marseille ou à Bordeaux qu'à Moulins ou à Clamecy. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre justement la mort des campagnes, genre dans le sens campagne profonde et dans le sens démographique du terme? Parce que pour regarder les moyennes d'âge, je pense au département du Lot que je connais bien, on doit être autour de 60 ans. Donc on peut se dire dans 20 ans, est-ce qu'il restera encore de quoi avoir des services publics Bon, écoutez, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais j'ai vu... Ça pourrait vous interpeller, vous pourriez le craindre. Oui, mais alors là, comment revivifier ces campagnes-là, avec quelle population, quel travail, voilà, quel emploi?
parce que là, on rentre, si les campagnes sont un peu sur une voie de garage, sur une voie de halage, je dirais même, c'est lié aussi à une forte désindustrialisation de notre pays. Hein, la difficulté d'avoir des PME performantes dans des départements ruraux. Hein. Il y a des départements qui sont plus attractifs que d'autres, vous voyez. Donc tout ça est un ensemble et je m'inquiète. Moi, je suis né, j'ai vécu dans un village de moins de 2000 habitants. Donc j'ai fait mes premières armes dans la presse quotidienne régionale, dans un hebdomadaire régional qui existe toujours, qui s'appelle La Voix du Sancerrois. Donc j'ai déjà vu les difficultés du monde rural dans mes premiers papiers, mes premiers articles datent d'il y a à peu près 25 ans. Et je me souviens d'avoir fait une enquête sur des étudiants des villages alentours, de Sancerre, qui partaient donc étudier assez loin, à Orléans, à Tours, à Paris ou à Clermont-Ferrand, et de leurs difficultés quotidiennes. La plupart de ces étudiants ne sont jamais revenus vivre dans le village ou la ville de leurs parents, parce que faute d'emploi, de perspective. Donc c'était déjà intégré, ce déclassement, on va dire, c'était déjà intégré dans leur esprit depuis pas mal d'années. Et puis, disons-le aussi, les médias ont braqué les projecteurs essentiellement quand même sur les banlieues françaises. Et les campagnards, les ruraux, les provinciaux se sont sentis là largement abandonnés parce qu'ils avaient effectivement les mêmes difficultés économiques et à vivre le quotidien que leurs homologues des grandes barres d'HLM. Voilà. Alors vous dites les médias, mais on pourrait j'aurais presque tendance à dire plutôt les politiques en réalité. Oui, bon, vous voyez bien les effets parfois pervers de cette décentralisation qui n'a pas été jusqu'au bout. Enfin, voilà, là on hérite, on va dire, de généralement 20, 30, 40 ou d'un demi-siècle, d'errance administrative, politique, philosophique, culturelle. Mais on ne peut pas non plus, je suis obligé quand même de rester, je suis encore jeune, je suis quand même obligé de rester optimiste. Et ce que j'écris dans le livre, même si je veux rassurer vos téléspectateurs, ce n'est pas du tout un essai, c'est un essai littéraire. Je pense que la campagne ou la province demeure une grande chance pour notre pays. On peut encore faire des choses dans la campagne française. Et la campagne française, elle n'est pas non plus totalement figée, parce que je me suis interrogé en lisant votre livre par rapport au mouvement des Gilets jaunes, notamment les Gilets jaunes de la première heure, ceux des ronds-points. Je me suis demandé si la nostalgie n'avait pas été un des moteurs de ce mouvement. Si par exemple la question du déclassement social et la crainte d'avoir connu une époque qui ne reviendra sans doute pas, n'avait pas finalement aussi alimenté. Oui, bien sûr. Il y avait quelque chose, alors que certains pourraient qualifier de rigide dans la structure des campagnes, mais elle était quand même relativement stable. Voilà, il y avait les choses étaient, même dans un pays déchristianisé, il y avait une sorte de valeur. J'aime pas tellement employer le mot de valeur, mais les gens avaient de certaines valeurs, et il y avait encore, on va dire jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, on va dire que 83, on veut une date, 83, la classe populaire a commencé à déchanter sérieusement, et un manque total d'espoir, d'espoir que leurs enfants, qu'eux-mêmes vivront mieux que leurs parents, ce qui était une banalité. Chaque parent souhaite que ses enfants vivent mieux, de génération en génération. C'était acquis, Nous déjà, je suis né en 74, nous déjà on avait un petit doute. Là maintenant on est réellement dans le dur, et probablement qu'on sait aujourd'hui intimement qu'on ne vivra pas mieux que nos parents ou que nos grands-parents, ce qui paraît extraordinaire, alors que nos grands-parents mes grands-parents avaient fait avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, et ils étaient pétris de Première Guerre mondiale, donc tout ça, donc ils avaient vécu des événements tragiques au cours de leur vie. Nous, on n'a pas connu aucun événement tragique, à part le
le chômage et le sida. Hein, Terrorisme à la rigueur. Mais moi, je parle de le terrorisme vient nous percuter, là, on va dire, plus récemment, même si dès les années 90, mais là, plus récemment dans notre quotidien. Mais nous, on a vécu dans un faux confort, je pense, voilà, dans quelque chose d'un peu ouaté ou fin des idéologies, évidemment. Voilà, la chute du mur, on a vécu comme des consommateurs dans un monde un peu flou et un peu gris. Et le réel, évidemment, est venu nous percuter, là, tragiquement, depuis quelques années. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont manifesté, peut-être, vous avez peut-être raison, il y a quelque chose d'un pays réglé. Voilà, hein, et j'aime pas ni l'autoritarisme, hein, mais avec voilà, une certaine stabilité. Et là, aujourd'hui, on est dans un pays complètement déréglé. Voilà. J'en reviens à la campagne. Oui. Je voudrais quand même aborder, parce qu'il s'avère que je suis un amateur de cyclisme, j'ai cru comprendre en vous lisant Bien que sûr. c'était le cas également. Qu'est-ce que représente le Tour de France? Que quand on écoute son directeur Christian Prudhomme, Ouais. il dit souvent que le Tour de France, c'est le seul événement qui vient visiter les campagnes profondes, le seul événement d'envergure nationale. Donc Gratuit, il précise et souvent. gratuit, bien sûr, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que représente le Tour de France à vos yeux? Ah, moi, c'est des souvenirs d'enfance. Voilà, hein, c'est des souvenirs, je le raconte, des souvenirs assez fantastiques. Voilà. Alors, d'abord, c'était une réunion de plusieurs générations. Moi, j'ai beaucoup regardé le Tour de France avec mon grand-père et les journées s'arrêtaient. Voilà, les journées s'arrêtaient, les après-midi n'en finissaient pas. Donc, c'était une communion avec plusieurs générations. Je dirais pas une découverte parce qu'on connaissait bien notre pays, mais un plaisir au-delà du plaisir de la course, voilà, de la dramaturgie propre à la course. Il y avait une traversée de ces paysages, de ces décors qui font quand même encore toute la beauté du Tour de France et des images du Tour de France, c'est qu'on s'en lasse pas. On pourrait en rire en disant bah, c'est ridicule tout ça, oui on le connaît, c'est carte postale, c'est folklorique. N'empêche qu'on est quand même captivé. Je dis bien au-delà des faits de course, on traverse des départements et il y a une forme de communion avec notre pays, voilà. D'ailleurs, les organisateurs le disent, hein, c'est 50% regardent le Tour Oui, pour oui. le sportif, 50% Bien pour sûr. le patrimoine. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais bon, c'est vraiment. Bon, donc c'est une période pour moi joyeuse. Là, c'est une enfance joyeuse. Alors, une anecdote qui est très drôle, mais comme quoi tout s'arrêtait, vous aviez une époque les démarcheurs de banque qui venaient directement chez leurs clients au fin fond des provinces. Hein. Ils venaient 1 fois ou 2 fois par semaine, notamment chez les commerçants. Vous ne déplaciez pas dans une banque lointaine et derrière une borne numérique ou digitale. C'est la banque qui venait chez vous et je vois ce démarcheur de la banque passer 2 heures ou 3 heures avec nous, mon grand-père et moi, en train de trinquer et de regarder la course. Vous voyez, il y a une question aussi, un rapport au temps. Au temps, il y a aujourd'hui, le temps c'est un temps économique, millimétré, il doit être productif, absolument. Voilà. Il y avait quelque chose à la fois d'improductif et cette improductivité-là qui a beaucoup à voir avec l'écriture. Voilà. Je pense que ça, c'est une grande valeur. Voilà, on pouvait stopper sa journée. Ça ne veut pas dire qu'on travaillait pas avant ou après, mais on pouvait stopper sa journée pendant 2 heures, regarder le Tour de France, s'animer, parce que c'était évidemment des joutes oratoires, je me souviens, entre mon grand-père et ce démarcheur de la banque, et puis faire convenablement son travail. Voilà. Ça, là, on a perdu de ça. Là, c'est une forme d'humanité, je dirais. Alors, sanctuarisons peut-être le Tour de France, je ne sais pas, mais s'il n'est pas en danger. Oh, il l'est, je crois qu'il est, il y a peu de risques qu'il soit en danger. Alors, bon, on parle de sanctuariser le Tour de France, on va parler maintenant de sanctuariser éventuellement des personnalités. Parce que vous dressez énormément de portraits dans ce livre. Et alors, il y a des choses, des phrases, mais peut-être provocatrices un petit peu. Vous êtes secouer le lecteur. Parfois. Vous êtes pour ouvrir les portes du Panthéon au dessinateur Uderzo, par exemple. Ah oui. Putain, un dessinateur de génie, ça. Je pense que sûr, dessinateur d'Astérix. On s'honorerait, la France, la patrie française s'honorerait.
Et si on met Uderzo, on met Goscinny, hein, voilà, on met les deux, voilà. Donc, alors, au-delà de la blague, voilà, du trait d'humour, je pense sincèrement que voilà, ces grands dessinateurs-là, Goscinny, Uderzo, puis toute l'école belge, voilà, m'ont nourri. Voilà, et je les mets, et là je les mets au même niveau que mes grands auteurs, chacun a ses grands auteurs, mes grands auteurs préférés. Voilà, donc je les mets dans le panthéon de la littérature française et de la création française. Et ça veut dire que vous pensez peut-être qu'ils n'ont pas forcément, ils sont pas estimés à leur juste valeur? Alors Uderzo en particulier parce qu'il fait le dessin. Alors Goscinny a été amplement et c'est extrêmement mérité. Voilà, il a été mythifié. Le personnage de Goscinny, c'est fantastique. Voilà. Vous parliez de langue d'ailleurs. Goscinny a une langue formidable. Voilà, il y a une langue recréée qui est. Moi, j'ai appris, on va dire, mes premiers plaisirs de lecture. C'est le Petit Nicolas, donc c'est Goscinny et Roald Dahl. Voilà, tous les livres de Roald Dahl. Donc voilà, on démarre bien en littérature quand on a Goscinny et Roald Dahl. Et Uderzo, peut-être parce qu'il faisait uniquement le dessin, mais c'est un dessinateur incroyable. Vraiment incroyable. Alors, aussi à l'aise, d'une grande agilité. Là, on va dire la dextérité d'Uderzo, elle est assez fantastique. Il est capable. Je me souviens, il y a 2-3 ans, une exposition a eu lieu dans Paris. Donc il est capable de créer ces personnages du gros nez, donc c'est l'empereur du gros nez qui fait ce gros nez Obélix, et aussi d'une précision pour dessiner des avions de chasse, des voitures de sport. Enfin c'est vraiment c'est un génie du dessin. Moi j'aime les acteurs qui imposent naturellement une certaine distance. C'est difficile, je comprends, même pour un sportif de haut niveau qui voudrait s'exprimer, d'être totalement libre. Je le comprends, chacun pense à sa carrière. Il y avait une sorte de naïveté, d'un peu d'innocence dans ces années-là. Ça, c'est très agréable. Les gens qui veulent notre liberté, notre émancipation, on va dire, ont peur des mots.